c'est pas une communication que je veux réellement dans les termes classiques. Hein. C'est plus une communication à titre introductif pour un petit peu lancer la journée. Alors, lorsqu'on voit à travers nos travaux, en tout cas ce qui est proposé durant la journée, il y a beaucoup de thématiques qui sont récurrentes. Parmi les thématiques récurrentes, le management, on le voit pratiquement dans toutes les communications. Il est là, omniprésent. L'autre thématique récurrente que l'on trouve ici et là, c'est la question de l'innovation. On la trouve sous diverses formes et bien entendu l'innovation et la connaissance d'une manière plus générale. Alors j'ai trouvé logique qu'on puisse peut-être axer cette intervention sur les fondements économiques et du management et managériaux, du management de l'innovation, et je dirais plus largement du management de la connaissance. Tous les travaux auxquels je vais me référer, vous pouvez trouver une partie sur notre site ResearchGate, okay, Flat, donc il y a beaucoup, il y a même ce papier, il y a d'autres. Donc les travaux, vous les trouvez, ils sont accessibles, c'est pour ça qu'on ne les a pas distribués, mais vous pouvez trouver cela. Vous pouvez aller aussi sur notre site, je vous invite à le visiter, donc mactech.org, bien entendu, où il y aura de plus en plus maintenant de documents qui seront mis en ligne. Vous pouvez aller sur le réseau Globalix aussi, auquel nous appartenons, le réseau mondial sur les systèmes d'innovation. Et vous pouvez également trouver des travaux, certains de nos travaux sur Africalypse. Donc vous avez, et d'autres. Et parmi les sources, il y a cela, et je vous invite à les consulter pour pouvoir télécharger certains des documents qui sont publiés. Et bien entendu, on ne trouvera pas tout. Certains ne sont pas d'accès libre. Pour ceux pour lesquels il n'y a pas d'accès libre, il suffit de nous écrire parce qu'ils sont en accès limité. Initialement, je voulais intervenir sur 4 blocs de réflexion, mais compte tenu de la densité de la journée, je me contente peut-être des 3 premiers. Le dernier, le bloc numéro 4, je ne vais pas le traiter aujourd'hui, il s'agit d'une étude empirique, c'est-à-dire un cas pratique, et ça prendrait beaucoup de temps. Je préfère laisser le temps au débat et à vos interventions. Alors, la première question qu'on se pose, c'est comment s'est construite au plan économique la pensée sur le management de l'innovation. Est-ce que c'est une génération spontanée, comme ça, hein? Le premier jour, on a commencé par les managements d'innovation. Alors, la perspective économique, c'est que non. Ça s'est construit sur plusieurs années, plusieurs décennies, et ça s'est construit surtout avec l'apport de plusieurs auteurs, plusieurs contributeurs. Deuxième aspect, le deuxième bloc, c'est le management de l'innovation dans ce qu'on appelle les entreprises late-comer. Alors, late-comer, c'est les entreprises des pays du Sud, pour ne pas dire retardataires, parce que ça ne fait pas très bien de dire qu'il y ait des pays retardataires ou des entreprises retardataires. La meilleure introduction, c'est les pays du Sud, et si vous avez une meilleure traduction, je suis prêt à l'accueillir. Le troisième bloc, ce sera le management de l'innovation, selon l'optique managériale, cette fois-ci. Hein. Donc on part d'une optique économique pour revenir à une optique managériale. Alors, il ne s'agit pas d'écrire toute la littérature, hein, ni de cadrer tout le débat, simplement quelques prémices de réflexion. Alors sur le management de l'innovation dans l'optique économique, eh bien, c'est une longue trajectoire. Hein. Je vais ici parler un peu des briques de la... Peut-être si vous éteignez la lumière, vous verrez peut-être plus intensément. Donc sur les longues trajectoires, je les appelle les briques du management de l'innovation. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits, essentiellement ceux de Lundvall, Nielsen, Durieux, mais il y a beaucoup de travaux que vous pouvez trouver. Alors je les résume comme ça, évidemment en partant du maître à penser, j'allais dire, de cette question, Schumpeter, bien entendu, qui, le premier, vous savez, Schumpeter, il y a eu trois phases de Schumpeter, hein, c'est pas une seule. Il y a une phase 1, une phase 2, une phase 3. Hein. Ce qu'on appelle MAC, enfin MAC, hein, c'est le nom
À Schumpeter, phase 1, bien entendu, c'est le rôle de l'entrepreneur. Qui dit entrepreneur dit Schumpeter. Hein, c'est, disons, au cœur de la création de richesse et de la concurrence, il y a l'entrepreneur. Celui qui est éternellement insatisfait, celui qui est l'auteur de la destruction créatrice, pour citer hein, les grands concepts. Et il a lancé quand même l'idée que l'innovation, c'est un acte entrepreneurial, et il a aussi lancé l'idée que l'innovation, elle est large. Ce n'est pas une innovation que de produits, mais elle est commerciale, elle est financière, elle est managériale, elle est organisationnelle. Donc avant même l'OCDE, c'était Schumpeter qui a donné cette relativité, et du coup, on est vraiment dans le coup. Mais c'est aussi lui qui, plus tard, va parler d'innovation. Donc, déjà, l'entrepreneur vient comme une première brique. Deuxièmement, 65, l'innovation représentée comme un processus linéaire. Je vais vous le montrer. Pour lui, évidemment, il faut respecter certaines étapes pour innover. Et ça, c'est aussi Schumpeter. Mais Schumpeter a eu des étudiants, a eu des héritiers qui, à partir des années 80, bien, introduisent, relativisent cette vision linéaire, en disant que ce n'est pas un travail que linéaire, et ils y amènent une dynamique évolutionniste, c'est-à-dire la connaissance scientifique et la capacité organisationnelle. Troisième brique. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on avance, les briques du management s'accumulent, arrivent. Capacité. Ensuite, c'est à peu près au même moment que Schumpeter, Schmuckler apporte l'idée que le marché est fondamental dans l'innovation. Donc ça veut dire que cette relation au marché, elle est fondamentale pour innover. Et donc, le marché, comme qui dit marché, dit consommateur, dit demande, dit satisfaction. Donc, une autre brique qui vient s'installer dans la pensée évolutionniste, n'est-ce pas? Rosenberg et Morley sont connus pour avoir introduit le modèle push and pull, n'est-ce pas, qui est connu. Le modèle push, c'est tout simplement poussé par la recherche fondamentale. C'est une innovation, on va du laboratoire au marché, c'est des rappels pour vous, je sais. Et puis le pull, c'est la demande, pull qui tire, hein, le marché, la recherche pousse, le marché tire. Et évidemment, il faut attendre Klein et Rosenberg pour... Donc déjà, push and pull, ça veut dire qu'il faut gérer ce double processus. Le processus du laboratoire vers le marché, et il faut gérer le processus du marché vers le laboratoire. Donc on est dans une autre brique. Puis nos Rosenberg viendront pour apporter le modèle en boucle. En d'autres termes, les deux sont importants à la fois, ce n'est pas l'un ou l'autre. Et évidemment, c'est ce modèle en boucle qu'il faut gérer. Comment gérer le chain-linked model, hein, voilà. Plus tard, c'est Asprou, pas très loin en Angleterre, que la pensée va se sophistiquer, enfin plus tard, c'est à peu près en même temps, hein, puisque c'est dans les années 70 qu'il y a le fameux projet de Sappho. Et là, on montre que, en fait, l'innovation, c'est une question de plusieurs partenaires. Ce n'est pas que le chercheur, ce n'est pas que l'entrepreneur, c'est une multitude d'entrepreneurs. Ça veut dire que ces partenaires sont à organiser, à gérer, pour de telle sorte qu'ils soient le plus impliqués, le plus efficaces. Puis vient le grand maître, bien entendu, début des années 80, Christopher Freeman, que tout le monde connaît, ceux qui sont dans la pensée évolutionniste. Christopher Freeman apporte l'idée que pour innover, il faut aussi construire des institutions. La construction institutionnelle est importante. Si vous n'avez pas des institutions qui fonctionnent, vous ne pouvez pas innover. C'est le droit, c'est l'organisation, c'est l'État, c'est... Hein, okay. Et soutient l'innovation. Et puis, évidemment, en parallèle, il y a eu le travail de Nelson et Winter. Plus tard, c'est innovation et commerce international par les travaux de Dozy, Pavitt et Souhaité. Et les années 80, toujours dans ce courant, ce virage. Oh. Bien, merci. Ben, tu as une bonne place, il ne faut pas bouger. Ben, c'est pour ça que je suis là. D'accord. Tu ne bouges pas. Le Mike Project, j'aurai le temps si on a de parler de tout cela, mais hors conférence, c'est tellement profond et il y a tellement d'éléments. C'est les asymétries.
les asymétries et la qualité des relations arrivent dans le Mike Project. Le Mike Project, c'est simplement un projet qui est fait par nos amis de Aalborg, au Danemark. J'y serai dans 2 jours avec cette équipe-là pour discuter évidemment de la suite du Mike Project. Et puis toute l'équipe, Lundvall, Freeman, l'aspect interactif de l'innovation pour arriver au système national d'innovation, le fameux SNI. Donc vous voyez que progressivement, à travers, depuis le début du siècle dernier, on arrive à voir ces briques, ces éléments qui viennent s'additionner les uns aux autres pour former un corpus de ce qu'on pourrait appeler le management d'innovation optique économique. C'est ce qu'il faut aussi le situer. Donc ce n'est pas une génération spontanée, c'est un processus dans le temps et cumulatif. Alors, juste 2 mots sur ça, c'est que, mais on passe très vite, puisqu'on a parlé du système national d'innovation qu'il faut gérer, eh bien vous avez 2 aspects. Vous avez l'aspect politique, scientifique et technique, STI, dans tout processus d'innovation. Il faut que les États aient une politique scientifique, donc le STI, Science, Technology, Innovation. Et puis, ce n'est pas suffisant. Quand vous voulez qu'une opération soit évidemment soit efficace, il faut gérer 2 niveaux, celui de politique scientifique et technique, mais ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire l'apprentissage au niveau de l'entreprise, de learning by doing, apprentissage par l'usage et des modes d'interaction. Donc vous voyez que cet aspect qui a été ajouté par les travaux de Jensen, Johnson, Lawrence et de Mott, eh bien, ajoute aussi un élément à cette compréhension du management d'innovation. Rapidement, je ne vais pas dans le détail. Tout ce que j'ai dit a été évidemment mis en forme de canevas que vous connaissez pour certains. Donc ce ne fait que reprendre ce qui a été dit. L'approche linéaire, la voilà. L'innovation jusqu'à l'exploitation commerciale. Le push et le pull, il est là, du laboratoire au marché et le besoin au laboratoire, donc le push et le pull. Tout ça, c'est dans nos travaux publiés. Vous pouvez le lire, c'est pas nouveau. Et expliquer. Et puis le fameux modèle interactif de Klein-Rosenberg pour arriver enfin aux 3 pôles, formation, recherche, entreprise, qui est la SNI. Donc je ne m'étendrai pas plus là-dessus. Tout ce qu'on a dit, c'est que de là, il ressort que c'est un processus interactif d'innovation. Les entreprises innovantes interagissent avec qui? Avec les consommateurs, les fournisseurs, les institutions de la connaissance. Et donc, que les entreprises innovantes sont aussi l'objet, ont aussi une interaction en interne entre les différents départements. Et qui dit interaction interne entre les différents départements est déjà dans l'univers du management, bien entendu. Il faut gérer ces relations. Les entreprises innovantes sont caractérisées par une interaction avec les institutions de la connaissance, le loi 2007. Donc il y a à la fois une interaction interne et une interaction externe. Et on a aussi des formes d'organisation évolutive. Alors la gestion de la connaissance, alors il faut juste signaler que dans leur optique de cette analyse, on ne distingue pas entre management de l'innovation et management des connaissances. On peut être d'accord avec eux ou pas, mais c'est l'optique évolutionniste. Management de l'innovation et de la connaissance sont le même processus, et il faut l'accepter. Mais si on peut trouver des remarques, il n'y a pas de souci. Donc pour eux, parler de gestion de la connaissance et gestion de l'innovation, c'est la même chose. Ils sont peut-être tort. Donc il y a la coordination des sources, recrutement, licenciement, il y a le marché de travail, R&D, il y a la construction interne des compétences, il y a le réseautage. Donc vous voyez, il y a plusieurs niveaux de management fondés sur processus interactif et sur l'apprentissage. Notez l'apprentissage est un élément essentiel. Cependant, il y a des limites du management d'innovation classique. D'abord, dans le management classique, entendez managérial, on pense que le management est un ensemble de techniques complexes. Ce qui, évidemment, n'est pas de l'avis de cette vision évolutionniste, notamment les travaux de Nielsen et Lundvall 2012. Pourquoi? Parce qu'ils confèrent aux gestionnaires un contrôle complet des employés et des acteurs de l'entreprise, des opérateurs. Or, dans cette optique, quand vous contrôlez complètement
l'employé, quand vous contrôlez le travailleur, quand vous contrôlez toute personne au sein de l'entreprise, ça veut dire que vous gelez les profils de compétences. Vous gelez ce que peut faire quelqu'un. Évidemment, si quelqu'un est dans un organigramme bien organisé, il exécute. Or, cette manière de faire, selon cette optique, n'est pas ce qu'il y a de mieux pour le management de la connaissance. Il ne faut pas lui lier les mains par une série de procédures, de process, etc. Peu d'espace dans cette vision techniciste, il y a peu d'espace qui est laissé à la créativité individuelle. Donc la créativité individuelle est évidemment, peu d'espace est laissé à ça. Les implications, donc voilà, je disais qu'il n'y a pas de différence entre management de l'innovation et de la connaissance. Le management des connaissances, d'après cette optique, n'est pas à régler dans le détail, puisque le processus de création ne nécessite pas qu'on détaille tout. Il faut laisser à la marge aux gens de créer, bien sûr. C'est plutôt une mise en place. Alors qu'est-ce qui est important? C'est plutôt mettre en place un cadre organisationnel et culturel qui permet à l'acteur de créer. Vous lui faites le cadre et vous le laissez créer. Mais si vous réglez par tous les détails de sa vie professionnelle, vous lui avez lié les mains. Un cadre adéquat qui stimule les agents à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation. Et donc l'élément crucial, il faut s'assurer que les gens obtiennent, ça c'est, je cote, obtiennent la reconnaissance à la fois pour ce qu'ils font et apprennent, et pour ce qu'ils sont et veulent être. C'est une phrase très importante. Il faut que les gens donc obtiennent la reconnaissance, c'est très important. Vous voulez qu'un agent innove, il faut reconnaître son travail, à la fois pour ce qu'ils font et apprennent, et pour ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent être. C'est un des ingrédients fondamentaux. Très rapidement, dans les pays latecomer, dans les pays du Sud, c'est plutôt un ensemble de constats. Les études existantes se concentrent surtout des firmes, tout ce qui a été produit, c'est sur la base des entreprises avancées, des pays industrialisés, ceux qui sont à la frontière de la connaissance, n'est-ce pas? Dans ces firmes, eh bien, les capacités d'innovation sont là, généralement, existent. Ces études, par contre, ont négligé le rôle des mécanismes et des mécanismes d'apprentissage et des capacités de création dans les firmes des pays du Sud. Pourquoi? Dans ces entreprises des pays du Sud, eh bien, les capacités n'existent pas. Okay? Donc, lorsque on applique tel modèle, venant des pays du Nord, il y a des présupposés que c'est différent. Dans les pays du Nord, les capaciteurs sont déjà existantes. Vous gérez l'existant. Dans les pays du Sud, vous contribuez à construire ce qui n'existe pas. Vous voyez la nuance? Et par conséquent, la dimension technologique et organisationnelle ont été séparées alors qu'elles sont intimement liées. Là, je ne vais pas... management de l'innovation, c'est ce que j'ai dit, pratiquement, comment l'innovation se déroule dans les firmes développées. Le focus, c'est comment l'innovation se déroule. Donc vous gérez quelque chose qui existe. Hein. Alors que dans les firmes du Sud, processus, avant de créer et d'accumuler les capacités entrepreneuriales. Comment créer les conditions pour qu'on puisse développer des capacités. La connaissance ici, c'est pour mettre en œuvre l'innovation, alors que là, c'est pour construire des capacités. L'apprentissage pour l'acquisition des informations nécessaires à l'innovation dans les pays du Sud, l'apprentissage se fait pour construire des compétences de l'innovation. Et évidemment, le management de l'innovation, on est, quand je redis ce que j'ai dit, dans les firmes où la plupart des capacités existent déjà dans les pays avancés, et là, ici, le processus de construire ces capacités. Alors c'est pour ça qu'on fait souvent des erreurs lorsqu'on applique un modèle. Voilà, ce modèle qui a été appliqué et dont on voit les limites, c'est celui de Martin Bell. Il y a aussi, il y a nécessité de développer deux types de capacités. Des capacités internes, qui résident dans d'autres organisations en dehors de la firme, les fournisseurs, les utilisateurs, les sociétés de conseil, etc. Et des capacités externes, c'est-à-dire de ressources humaines, qui sont à la base de la connaissance. Ça, c'est le fameux projet de Kim,
Le modèle de Kim, il est connu pour ceux qui sont dans le domaine du management de la connaissance. Le Kim modèle qui a été construit à partir de l'expérience de Hyundai. Hein. Tout le monde connaît Hyundai, voiture. Et c'est en étudiant Hyundai qu'ils sont arrivés à mettre en place ce modèle managérial avec où on intègre à la fois les ressources internes et externes. Mais je n'aurai pas le temps d'aller dans ce modèle avec préparation, acquisition, assimilation, amélioration. Donc c'est ce processus qui, en interne et en externe, crée l'innovation, selon Kim. Il est connu, hein, célèbre, ça je passe. Alors, pour arriver à l'approche managériale, alors l'approche managériale, et là je parle sous contrôle, puisque je suis entouré de managers, hein, donc c'est pour ça que je suis sur des terrains un petit peu... Bon, et je m'aventure quand même. Il s'agit de l'ensemble des actions conduites et des choix effectués par une entreprise pour favoriser l'émergence, décider du lancement et mener à bien des projets innovants. Fernand et Ronan. Une définition parmi tant d'autres. Eh bien, management de l'innovation, plusieurs questions. Management de l'innovation, c'est mesurer les performances de projet. C'est comment mesurer les performances. Comment mener une stratégie d'entreprise innovante. Comment déceler les signaux du marché. Comment créer des synergies entre acteurs. Comment gérer les ressources humaines. Et comment protéger et accéder à la propriété intellectuelle. Donc, si on répond à toutes ces questions, approche managériale, eh bien, on est dans l'optique du management de l'innovation à partir de... Donc, principale mission, le management d'innovation, optique managériale, donc dépasse là le cadre de la R&D. Il implique différentes fonctions. La R&D construit plutôt un stock de connaissances et de compétences. Il s'agit de piloter, selon l'optique managériale, piloter ce stock de connaissances pour qu'il devienne opérationnel. Il s'agit de mobiliser les connaissances externes, gérer les capacités d'absorption, choisir des modes de valorisation et gérer les coûts. Voilà un modèle extensif que je ne vais pas décrire en détail, bien entendu. Les principales tâches du management de l'innovation, c'est bien moi qui les invite à compter. Où vous avez des choix stratégiques, des systèmes d'innovation et des TIC, du management du potentiel d'innovation, des dispositifs, des modes de financement, de la GRH. Et donc c'est tout cet ensemble qu'il faut gérer quand on est dans une optique managériale. Okay. Et c'est important de le mentionner. Et j'arrête là. Alors, ce qu'il faut retenir, deux points, et je boucle là, puisque je ne vais pas faire le quatrième bloc, comme je vous l'ai dit. Deux mots, c'est qu'il y a une optique économique du management d'innovation qu'il faut savoir, que ça ne s'est pas fait comme ça, par hasard, ça s'est construit à travers toute une évolution conceptuelle et théorique à travers les courants. Troisième élément, c'est qu'on ne peut pas plaquer les modèles de management d'innovation venant des entreprises du Nord sur les réalités du Sud, parce qu'on a des objectifs différents, tout simplement. L'un, c'est pour gérer des capacités existantes, l'autre, c'est pour construire des capacités pour pouvoir innover. Et l'erreur, souvent, quand on voit dans des travaux de management, c'est que les gens se réfèrent allègrement le modèle de X ou Y qui vient de Stanford et de ceci ou cela. La question qui se pose est peut-être prévocative, est-ce que le modèle, évidemment, est approprié alors qu'il est né dans une entreprise qui a déjà ses capacités existantes. Ça, c'est une grande question. Et bien entendu, l'idée, c'est aussi de pouvoir, à partir de ces prémices du management d'innovation, peut-être les reconstruire autour des capacités plutôt que de l'existant. Voilà, je ne passe pas au quatrième volet parce qu'il est trop long. C'est une étude pratique de tout ce que je viens de dire. Où on a essayé à travers une étude de secteur de la sidérurgie, on a essayé de traduire tout cela en termes concrets sur le terrain. Cependant, ne vous inquiétez pas, il y a un ouvrage qui vient de paraître, un autre, qui s'appelle Africa Innovation Hubs, et dans lequel le chapitre 10, ça n'a pas encore été diffusé, le chapitre 10 est celui que j'ai écrit sur cette étude de cas. Donc, vous aurez accès à ce chapitre 10 bientôt sur nos réseaux, ResearchGate, mais aussi marketing, sur le réseau MacTech. Merci, Monsieur le Président. Désolé si j'ai été un petit peu long, mais c'était juste pour lancer le débat.
Merci. C'est, comment dire, c'est une présentation dense et riche. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'il faudrait que chacun puisse le prendre comme un compte. Vous savez, dans les sociétés africaines, un compte, quand on finit de le compter, on dit que c'est comme du sable, on le jette en l'air et il tombe en 1000 morceaux. Et chacun prend ce qu'il peut prendre et chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Donc il y a beaucoup de choses, donc chacun essaie de prendre. Pour moi, tout au moins, dans cette présentation, effectivement, il y a plein de choses intéressantes dites. Hein. On pourrait passer toute la journée et par rapport à ça, mais il y a 2-3 choses qui me permettent de situer votre présentation. C'est que vous avez 4 blocs en effet en termes de réflexion. Le quatrième étant des cas pratiques qu'on verra peut-être à travers d'autres présentations. On est parti, je pense, de la construction de la pensée évolutionniste ou économique du management de l'innovation. Et l'élément important que vous avez mis en avant, c'est de comprendre que ce n'est pas une démarche linéaire. Et c'est une démarche qui s'est construite au fur des années avec beaucoup de facteurs internes et externes. Vous avez mis en avant donc le maître à penser Schumpeter. Et du coup, à partir de là, il y a une déclinaison intéressante qu'on peut suivre pour voir comme un fil d'Ariane qu'on essaie de suivre. Vous avez parlé donc du processus linéaire qui est mis en avant par donc le maître à penser. Ce qui, dans les années 80, a conduit ses propres élèves donc, à introduire un peu donc, de relativité, parce que linéaire, ce n'est pas toujours aussi évident, mais c'est la pensée de départ. La relativité qui est arrivée dans les années 80 avec les disciples donc, de Schumpeter nous permet de voir d'autres niveaux où du coup, la connaissance scientifique est intégrée donc, à l'approche linéaire qu'avait Schumpeter. Et surtout le fait que la question de l'innovation nous envoie à intégrer un certain nombre d'éléments. Vous avez parlé par exemple de l'importance du marché. Vous avez mis en avant, c'est madame qui le soulignait aussi, entre autres, le push-pull, qui permet donc de réguler pour comprendre. Et aussi, ce qui était important de mettre en avant, le modèle en boucle. Du coup, ça nous ramène à voir dans les suites, c'est que la question de l'innovation était plutôt une démarche, je dirais, multipartenariale ou pluripartenariale. Ça renvoie également à des constructions, et vous l'avez dit, un élément important parce que l'innovation est liée à un certain nombre de facteurs. Et parmi ces facteurs-là, vous avez mis en avant l'importance des institutions. Et la construction des institutions est un élément important pour avoir une politique d'innovation intéressante. Mais ce n'est pas tout. Dans la construction, vous nous avez amené, parce qu'il y a plusieurs étapes, vers le système national d'innovation. Et à partir de ce moment-là, vous avez monté 2 pistes à travers les systèmes nationaux d'innovation. La première piste qui nous envoie sur les aspects scientifiques, la politique scientifique qu'il est important d'intégrer. Dans cette présentation, les 2 derniers éléments qui permettent d'avoir justement cette poursuite scientifique groupée, c'est les réserves. Les réserves que vous avez mis en avant par rapport au management de l'innovation, notamment dans sa forme classique, pour suggérer un certain nombre d'éléments, la nécessité d'avoir une vision qui n'est pas simpliste mais complexe de l'approche managériale, le risque d'avoir le gel d'un certain nombre de profils par rapport aux pensées telles que ça a été mis en avant, et puis aussi la possibilité ou le risque d'étouffer des initiatives privées ou donc la créativité des personnes qui sont censées mettre en avant le management et de l'innovation, pardon. Et vous l'avez dit, le principe de l'innovation n'est pas fait par les enfants de cœur, n'est pas fait parce qu'on a envie d'innover, parce que c'est lié quand même à une démarche économique. Et donc, il dit démarche économique, il y a une posture de rentabilité, donc de gain quelque part. Mais quel que soit l'objet de l'innovation, ce qui est même un sens pertinent, parce qu'on n'innove pas pour le plaisir d'innover, on innove parce qu'on poursuit un objectif. Et donc, vous nous avez mis en avant un certain nombre d'implications sur lesquelles il faut revenir. Et la nécessité, et j'en finis par là dans le petit résumé, la nécessité d'articuler 2 niveaux importants par rapport à ce processus managérial. Ces 2 niveaux qui sont des niveaux internes et externes. Externes notamment par rapport à une certaine implication de la ressource humaine, des ressources humaines qui sont, je dirais, le point angulaire donc, de toute démarche en termes d'innovation. Et c'était important en mettant le focus sur donc, le modèle de Kim, sur lesquels on pourrait revenir. Voilà en quelques mots rapidement ramassés les quelques points que je tire de votre présentation, mais sur lesquels on reviendra parce que d'autres ont pu noter un certain nombre d'aspects. Mais avant de vous passer la parole pour les questions et les réponses, on va enchaîner. Oui, on va enchaîner. On va enchaîner justement avec la deuxième présentation et je vais inviter donc Myriam Cherfou et Asiba Gema. Bonjour.
D'abord, nous tenons à vous remercier donc, pour l'intérêt que vous portez donc, à notre thème et d'être présent aujourd'hui parmi nous. Voilà, donc aujourd'hui, il s'agit de présenter une partie de la thèse de Madame Mrim Choufour, que je dirige moi-même, Hasiba Jma. Alors donc, sa recherche s'intitule La mesure des pratiques du knowledge management au sein d'une entreprise publique. Donc vous avez la parole, madame. Merci madame. Donc, honorable assistance, bonjour. Nous avons le plaisir de vous présenter notre travail de recherche qui s'intitule La mesure des pratiques du knowledge management au sein d'une entreprise publique, le cas de Naftal branche carburant. En effet, tout le monde s'accorde aujourd'hui que le contexte économique actuel se caractérise par une concurrence exacerbée. En effet, deux entreprises, au départ avec les mêmes bilans et les mêmes parts de marché, peuvent se retrouver quelques années plus tard avec des résultats significativement différents. Cette différence peut s'expliquer par les ressources intangibles et immatérielles, notamment les connaissances. En effet, la connaissance est la ressource la plus précieuse de nos jours, car elle permet aux organisations et aux individus de réellement se distinguer. Elle est dérivée de l'information, elle-même dérivée de la donnée, et peut être définie comme un mélange fluide d'expériences, de valeurs, d'informations contextuelles et d'idées d'experts qui fournit un cadre pour évaluer et incorporer une nouvelle expérience et information. Cependant, la valeur de cette connaissance en tant que ressource immatérielle réside dans son utilisation en temps opportun et dans un contexte approprié. D'où l'importance stratégique du knowledge management au sein d'une entreprise. En réalité, on ne peut pas manager la connaissance au sens propre du terme, par contre on manage les conditions dans lesquelles ces connaissances se créent, se formalisent, s'échangent, se valident, etc. Donc le knowledge management est un processus de création, d'enrichissement, de capitalisation et de diffusion des connaissances et des savoirs qui implique tous les acteurs de l'organisation en tant que consommateurs et producteurs. Notre problématique est de répondre à la réponse suivante. Quelles sont les différentes pratiques qui relèvent du knowledge management au sein de Naftal branche carburant, sachant que cette entreprise n'a pas un système explicite de knowledge management. Les pratiques du knowledge management constituent un processus d'acquisition, de diffusion et d'utilisation des connaissances inter- et intra-entreprises. Ces pratiques sont souvent matérialisées sous forme de documents internes, de documents externes, de bases de données, mais aussi de capital intellectuel, de savoir et d'expérience détenus par les collaborateurs et les experts d'un domaine. Pour l'acquisition des connaissances, elle est relative à la localisation, la création et la découverte des connaissances qui proviennent d'une variété de différentes sources. Quant à l'utilisation, elle est liée à la capacité d'une organisation à répondre à une variété de types de connaissances auxquelles elle a accès. Pour la diffusion, les travaux de Nonaka et Takoshi l'expliquent parfaitement à travers la socialisation, l'externalisation, la combinaison et l'internalisation des connaissances. Nous allons maintenant passer à notre cas pratique qui va être présenté par Madame Jma, à savoir la mesure des pratiques du knowledge management au sein de l'entreprise. Merci. Alors, comme elle vient donc de le mentionner, Madame Mrim Choufour, que le knowledge management donc, peut être résumé par trois facteurs principaux, donc l'acquisition, la diffusion et l'utilisation des connaissances. Donc, alors, il s'agit donc de mesurer ces pratiques du knowledge management au sein d'une entreprise publique. Alors donc le choix s'est porté sur l'entreprise Naftal. Donc Naftal est une filiale du groupe Sonatrach. C'est une société par action. Elle est fondée en 1982 et son objectif c'est la commercialisation et la distribution des produits pétroliers. Alors donc nous nous sommes focalisés précisément sur la branche carburant situé donc à Dalbeda. Donc un questionnaire a été attribué à tous les responsables de cette entreprise et donc mon travail consistait donc à analyser donc ce questionnaire parce qu'on voulait donc le questionnaire comportait précisément 38 questions, donc 38 variables et on voulait donc faire une analyse multidimensionnelle. Donc, on a choisi une technique, l'analyse en composantes principales, donc pour chaque point du knowledge management.
Donc l'analyse aux composantes principales donc, nous a donné les résultats suivants. Donc le principe c'était quoi? C'était de réduire les variables, c'était de démarrer de 38 et arriver à se focaliser sur 2 variables à 3 variables principales. Donc l'application à travers le logiciel SPSS a donné les résultats suivants. Donc nous remarquons que donc, nous avons eu donc, 2 principales variables, sachant que la première composante principale, qui est la variable principale, elle permettait donc de résumer l'information à environ 53%. La deuxième variable principale donc, permettait de résumer l'information à environ 27%, ce qui nous fait un cumul total environ à donc, 80%. Et donc, ces résultats sont fiables du moment qu'on arrivait donc, à résumer 80% donc, des réponses attribuées au questionnaire. Donc, l'analyse de cette méthode nous a permis donc, d'avoir les principaux résultats suivants. Donc, l'objectif de cette technique, c'était surtout de trouver une relation entre les variables de départ et les nouvelles variables qui étaient au nombre de 2. Alors, nous remarquons donc à travers donc, ce tableau que la première variable principale, qui est la première composante, était très corrélée positivement avec donc, les attitudes des employés, donc 9%, 9 sur 10, avec leurs sentiments, avec aussi la recherche sur l'activité, avec aussi la formation et la multicollecte des informations. Quant à la deuxième composante principale, elle était très corrélée positivement avec principalement les variables, donc le coût des produits de service, les réunions régulières et donc le développement du marché. Donc si on analyse ces résultats, on remarque déjà qu'il y a un éclatement dans la direction des variables qui va être résumé et présenté par les équations suivantes. Alors, concernant donc, la première étape du knowledge management qui est l'acquisition des connaissances, alors au sein de l'entreprise Naftal, cette entreprise, elle accorde une attention particulière en privilégiant les attitudes, les opinions et la formation des employés et aussi la formation universitaire. Ceci est justifié par la première équation. Et une deuxième équation qui montre que le système d'information financier est développé au sein de cette entreprise à travers des évaluations régulières des besoins, des réunions régulières et aussi l'analyse donc du marché. Quant à la deuxième phase, elle concerne la diffusion des connaissances. Ce que nous remarquons, c'est que l'information est diffusée au sein de l'entreprise Naftal à travers donc la circulation des informations, à travers les meilleures pratiques, à travers aussi les manuels de procédure et aussi à travers une base informationnelle et aussi donc le rapport des parties prenantes. Quant à la dernière phase, l'utilisation donc de ces connaissances, c'est surtout pour faire face à la concurrence et aussi donc répondre aux attentes du marché. Alors, une brève conclusion de cette partie consiste à dire que l'entreprise Naftal, elle acquiert de la connaissance en interne par les collaborations, interactions et échanges. En externe, ceci se fait à travers les séminaires, les formations et les conférences. Ensuite, cette connaissance est diffusée donc à travers les collaborations transversales, le mentoring, le coaching et les réunions et bien sûr l'éthique. Cette connaissance est utilisée bien sûr pour faire face à la concurrence et être à jour avec les changements technologiques. Et merci. Merci pour cette présentation courte, synthétique et très intéressante parce que vous nous emmenez sur des notions nouvelles, en tout cas
pour moi, peut-être pour certaines personnes, vous avez mis en avant une première chose et on la retrouve en conclusion, parce que vous êtes parti sur un postulat qui est sans doute vrai, que le contexte économique actuel est un contexte de concurrence exacerbée entre les entreprises, qu'elles appartiennent à la même filiale ou à d'autres entités. Et partant de là, vous avez mis en avant l'importance de la connaissance qui nous emmène vers les questions de savoir. Et aussi, du coup, là, vous arrivez à l'objet principal de votre présentation avec le knowledge management. C'est bien ça, vous avez dit le knowledge. Alors, dans cette présentation, je pense que ce qui nous frappe, c'est la définition à travers les 3 entrées principales. La première entrée, c'est l'entrée de l'acquisition, donc acquisition des savoirs, acquisition des outils, acquisition des connaissances, donc à l'interne comme à l'externe. Donc vous avez montré dans ces 2 aspects pour une entreprise. La deuxième entrée, c'est le principe de la diffusion. Dans l'acquisition, c'est comme il y a la production aussi de la connaissance. Dans l'acquisition, on entend production aussi de la connaissance. Et la diffusion de cette connaissance-là, donc on la diffuse avec différents outils. Vous l'avez mis en avant, soit par les réseaux sociaux, par les réunions bilatérales, par les parties prenantes. Mais aussi, ce qui est intéressant dans votre présentation, c'est que vous nous montrez la finalité, au-delà de l'acquisition, de la diffusion, donc l'utilisation des connaissances. À quoi servent-elles? Et là, vous finissez votre présentation par le fait qu'en prenant l'exemple de l'entreprise Naftal. Et donc, je viens rapidement à la fin, c'est que, in fine, par rapport au cas pratique que vous avez mis en avant, en regardant les différents éléments en corrélation, les hypothèses que vous avez prévues et les 3 éléments qui sortent au niveau de l'acquisition. Oui, vous avez mis en avant le fait que cette entreprise-là a un système d'acquisition de connaissances. On a des attestations, les relations avec les parties prenantes, un système d'information qui est également développé. Au niveau donc de la diffusion, vous avez mis le fait que la diffusion se fait à travers donc le TIC ou à travers les réunions partenariales et in fine donc en termes d'utilisation, l'utilisation de toutes ces connaissances autant produites, autant acquises, autant diffusées servent justement à préparer cette entreprise à la compétitivité, à être plus performante. Donc je me dis cette étude telle que vous la présentez est très opérationnelle, concrète pour voir à quoi peut servir donc ce knowledge par rapport à une entreprise. En tout cas, merci pour la présentation qui permet de boucler la première partie avec l'intervention de Jeffrat qui nous a ramené sur les éléments conceptuels, théoriques de cette évolution, donc de cette pensée et de la démarche linéaire, donc à une démarche beaucoup plus articulée avec donc l'introduction donc plusieurs approches scientifiques pour qu'on puisse arriver à un cas pratique aujourd'hui donc qui nous montre qu'on peut avoir 3 entrées spécifiques pour permettre à une entreprise d'être dans le concret, pas simplement dans des postures conceptuelles, mais en termes de rentabilité, de compétitivité par rapport à un marché de plus en plus concurrent. Donc voilà les premières présentations et à vos demandes. Donc la parole vous sera donnée pour un temps d'échange sur les différentes présentations si vous avez des questions, des précisions à apporter. Donc c'est vrai que votre contexte est assez original. Du coup, ma première question, c'est de vous dire pourquoi vous avez choisi l'entreprise publique. Est-ce qu'il y a une particularité précise dans le contexte algérien? Ma deuxième question, c'est... alors, j'ai pas très bien compris votre problématique, du moins la façon dont vous l'avez tournée, parce que finalement, je m'attendais un peu plus à une présentation ou à une conceptualisation d'une nouvelle méthode. Donc, sur la formulation de la problématique, j'ai pas très bien compris comment elle était constituée. Ma troisième question, c'est par rapport, effectivement, vous avez beaucoup traité l'aspect opérationnel. Sur l'aspect théorique, j'ai pas vu de mention de théorie ou de cadre théorique ou d'état de l'art sur les travaux qui ont été réalisés avant vos études. Et je pense qu'on aurait bien peut-être aimé avoir une relation avec ce qui était fait dans la théorie. Et ma dernière question, c'est par rapport à votre contribution, qu'est-ce que vous apportez de plus que les autres auteurs n'apportent pas, tout simplement. Voilà. Merci. Merci bien. Oui. Donc moi, je reviens donc à la première présentation, celle de professeur Jeffrat. Donc je vous remercie déjà pour cette synthèse de littérature sur l'évolution du concept de management de connaissances.
Et je reviens plus précisément sur le point que vous avez évoqué sur le contrôle et l'innovation. Et que d'ailleurs, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous, puisque j'ai travaillé sur cette question-là pendant 4 ans. Et bon, dommage, on ne peut pas revenir là où ça a été évoqué. Donc, ça a été évoqué l'expression que le contrôle gèle l'innovation, puisqu'il limite les actions des individus, ce qui est déjà logique. Mais ce que j'ai pu constater, qu'il y a un grand courant dans la littérature qui dit le contraire de ça. Et déjà, donc, c'était le résultat de ma thèse. En fait, il n'est pas nécessaire que le contrôle soit une barrière à l'innovation, même s'il limite les actions. Et il y a plusieurs explications pour ça. En fait, il y a des résultats qui montrent que le contrôle, au contraire, il peut favoriser l'innovation par l'intermédiaire de la création et la diffusion des connaissances, puisqu'il facilite la diffusion et la création des connaissances, même s'il limite les actions des individus. Et aussi, il y a donc un courant de recherche qui dit vraiment que l'innovation n'est pas toujours bénéfique à l'entreprise. Pourquoi ? Parce que l'innovation peut avoir des externalités négatives quand elle n'est pas compatible avec la stratégie de l'organisation. Et là se montre le rôle important du contrôle qui peut encadrer les innovations. Et là, donc, il favorise l'innovation plutôt qu'il constitue donc une barrière donc, à l'innovation. Déjà, donc, ce qui a été prouvé donc, par des résultats, soit par des tests, soit par des articles, donc, même publiés dans des revues de référence. Et après, donc, par la suite, donc, il y avait donc, un point qui a été évoqué, donc, tout ce qui est la question du pilotage de l'innovation et tout ça, ça fait partie aussi du contrôle. Tout ce qui est pilotage, ça fait partie du contrôle. Et donc, ça peut appuyer donc, l'avis que le contrôle donc, a des effets positifs sur l'innovation. Voilà, donc c'était une remarque plutôt qu'une question. Merci. Donc, je vais me présenter d'abord. Donc, je me suis Aboubi Khalifa, donc de l'Université de Saïda, Algérie. Donc, je suis un maître de conférence B. Donc, tout d'abord, donc, je remercie monsieur donc le professeur Djeflat d'avoir donc m'invité. Ma première question est adressée à au professeur donc Djeflat. Donc peut-on parler d'une innovation dans les pays du Maghreb ou bien dans les pays donc africains généralement, dans l'absence donc dans l'inexistence des entreprises. Donc, à mon avis, donc, il n'y a pas d'entreprise donc, dans les pays, spécialement dans les pays du Maghreb, ou bien le cas dans notre pays. Parce que nous savons tous que la locomotive de la croissance économique, donc, c'est l'entreprise. Donc, c'est pour cela, donc, c'est ma question, donc, peut-on parler de l'innovation dans l'absence d'un nombre important des entreprises. La deuxième question, donc, il y a une relation avec cette question. Donc, est-ce que les pays développés acceptent que les entreprises du pays du Maghreb d'être innovatrices? Donc, en cas où ils acceptent d'être innovatrices, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour leur innovation? Donc, nous savons que les pays du Maghreb, d'une manière générale, sont des pays donc, importateurs de l'innovation des pays donc, développés. Ma deuxième question est adressée donc, à Mme Cherfouh et Mme Djem'a. Donc, Mme Cherfouh a dit durant votre début de votre exposé, dans votre introduction, qu'il n'y a pas, donc qu'il y a une inexistence, donc il n'y a pas une existence donc du knowledge management dans les entreprises publiques algériennes. Alors que Madame Djem'a, donc en conclusion, j'ai senti que cette entreprise, qui est l'entreprise Naftal, donc applique le knowledge management. Aussi, il y a une observation, c'est que il y a l'absence de votre hypothèse. Donc, quelle est votre hypothèse concernant la problématique que vous avez donnée? Parce que
vous avez dit qu'il existe 3 phases. Donc la première phase, donc parmi les phases, donc à la fin c'est l'utilisation. Et nous savons que l'innovation doit aboutir donc à un output. Donc, s'il n'y a pas un output, donc quel est l'intérêt de cette innovation? Donc, quel est l'output de cette entreprise concernant cette étude que vous avez réalisée? Et je vous remercie encore une autre fois. Merci. Donc, déjà, pourquoi l'entreprise publique? En réalité, il n'y a pas une particularité sur le choix de notre entreprise. En Algérie, pour effectuer un cas pratique, il faut avoir du relationnel, malheureusement. Et voilà, notre relationnel nous a conduit à cette entreprise, donc Naftal, branche carburant. Pour notre... Oui, malheureusement, parce qu'en Algérie, c'est ça. Pas justifié. Donc, on n'a pas sélectionné l'entreprise, particulièrement Naftal. Donc, c'est juste parce que c'est une entreprise qui nous a accueillis, qui a accepté notre étude. C'était ça. Donc, pour la problématique, donc, notre étude était de mesurer les pratiques du knowledge management au sein de cette entreprise. Sachant que dans cette entreprise, il n'y a pas un knowledge management explicite. Donc, pour cette entreprise, elle ne gère pas ses connaissances, mais la réalité est autre. Chaque entreprise gère ses connaissances de façon non explicite, au quotidien. Donc, notre étude a prouvé que finalement, on gère nos connaissances même sans se rendre compte. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair par rapport à ça? Donc, pour les travaux, avant notre étude, oui, exactement, il y avait 2 travaux, 2 études. Bon, on ne voulait pas s'étaler sur la théorie. Il y avait l'étude de Daroche en 2003. Donc, Monsieur Daroche a proposé de mesurer les pratiques du knowledge management au sein des entreprises en Nouvelle-Zélande. Ensuite, en 2012, il y a Monsieur Nafa'a qui a repris la même enquête, mais qui s'est spécialisé dans les entreprises de recherche et développement implantées en France. En ce qui nous concerne, au lieu de choisir toutes les entreprises en Algérie ou bien un secteur particulier, nous avons sélectionné une entreprise pour mesurer ses pratiques, tout simplement. Merci mesdames pour la présentation. Donc, merci. On va enchaîner donc avec les 2 prochains intervenants.